Bonjour à tous, mon nom est Joël Grenu et je vais vous présenter aujourd'hui les updates 2022 R2 en électromagnétisme basse et haute fréquence. Hem, N'oubliez pas au passage, vous pouvez toujours scanner ce QR code si vous voulez recevoir notre newsletter, les informations concernant ce genre d'événements gratuits, nos conférences, différentes, choses tout au long de l'année. Il n'y en a pas trop, pas besoin, on va pas vous submerger d'informations, donc c'est une bonne manière de rester informé au jour le jour pour la simulation. Donc, nos recommandations sur cette nouvelle version, donc il y a pas mal de nouveautés. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. Euh, on va les voir aujourd'hui. Je vais faire un peu plus de place sur l'écran. Je disparais pour la suite pour faire place complètement à ANSYS et aussi aux solutions de simulation ANSYS. Donc, je tenais à vous rappeler toute la panoplie hein, d'outils qu'on a à disposition, que vous pouvez acquérir et utiliser par notre biais. On va se concentrer aujourd'hui sur la partie électromagnétique basse et haute fréquence, mais sachant qu'il existe toute une autre série de physiques, hein, la fluidique, qui ont partie présente dans la partie électronique desktop, la structure aussi en partie présente dans l'électronique desktop, optique photonique, c'est aussi des ondes électromagnétiques, mais des fréquences légèrement plus élevées. Donc on a aussi des solutions dédiées de ray tracing, logiciel embarqué et des couplages avec des solutions externes à ANSYS, que ce soit Excel ou d'autres applications, pour l'enchaînement de process de simulation, ce qu'on appelle ici process integration, qui est placé au sommet de ces physiques. Donc l'idée, hein, c'est vous venez à la simulation par cette branche-là, vous avez peut-être des collègues qui vont travailler dans d'autres physiques, vous réunissez tout ça par le biais d'études paramétriques dans l'intégration de process, on peut imaginer les pertes ohmiques calculées ici, le refroidissement calculé avec la CFD, les forces appliquées à la structure, etc., dans un workflow de simulation paramétrique qui vous permet de faire des études de robustesse, donc une étude stochastique, ou de l'optimisation paramétrique. Donc ça, c'est la partie, l'outil OptiSlang en l'occurrence, entre autres, hein, il y en a plusieurs dans les solutions ANSYS, ou alors de la réduction d'ordre de modèle en direct ou par le biais d'études paramétriques pour arriver dans le Twin Builder pour les jumeaux numériques, l'approche système, ici avec un inverseur pour exciter un moteur, la logique de contrôle, etc. Donc ça, c'est vraiment la vision numérique en parallèle à la réalité, hein, les produits, vos produits en utilisation chez des clients finaux. Donc le jumeau numérique du jumeau réel. Le tout unifié dans cette approche ici Connect avec Minerva. Donc on va démarrer ici en se focalisant maintenant sur cette branche-là par MotorCAD qui est l'entrée dans la simulation électromagnétique pour les moteurs, hein. Ce serait vraiment le design des moteurs. On aura à ce niveau-là quelque chose de très efficace. On peut coupler électromagnétique, thermique et études paramétriques avec des solvers très rapides avant de passer dans Maxwell et aller plus loin dans les étapes de simulation. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, on va regarder maintenant les nouveautés d'abord de MotorCAD, ensuite de Maxwell, avant de passer dans la haute fréquence. Voilà, donc dans MotorCAD, un workflow qui est apparu au début de l'année, c'est la partie vibroacoustique. Donc ça, c'est très intéressant parce que le fait d'avoir un solver rapide 2D ici avec des ABAC pour la partie structurelle, donc c'est simplement un modèle simplifié d'un cylindre dont la rigidité est extraite du modèle MotorCAD paramétré dans MotorCAD. Il va vous permettre de sortir en fait le champ acoustique irradié, oui, dans ce cas-là, la puissance émise équivalente depuis les surfaces du moteur. Donc ça permet de faire ces scans entre la vitesse de rotation du moteur et le spectre fréquentiel émis. Donc c'est des choses qui sont ici très très rapides et c'est vraiment un réel intérêt. Donc il y a des simplifications qui sont faites effectivement. Par contre, ça permet de faire des études relatives, du dégrossissement assez rapide des dimensions et des designs sur ces moteurs. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Et les nouveautés concernent l'intégration de toutes ces données. Donc, si on regarde le scan en vitesse, donc le démarrage du moteur avec le spectre fréquentiel émis, ce diagramme en cascade, on a un intérêt à intégrer en fait les pics maximaux au cours du temps, c'est-à-dire on démarre la machine et on va regarder en fait l'enveloppe de tous ces pics au cours du temps. Donc on en a plusieurs là qui apparaissent sur une première fréquence au cours des différentes positions temporelles, on va dire, hein, ici. Là, on a un pic qui apparaît sur une autre fréquence, etc. On intègre tout ça pour obtenir finalement une enveloppe globale qui représente le bruit qui peut générer des problèmes sur ce design-là. Donc très intéressant pour aller vite, dégrossir, améliorer le design. Ça permet de faire ces comparaisons avant de raffiner l'analyse dans Mechanical, par exemple, qui va faire tenir compte de la géométrie précise du moteur, la partie stator autour du moteur. Voilà, donc on peut, dans les détails dans cette modélisation, on peut ajouter aussi la masse des bobinages dans le stator. Ça va changer bien sûr les fréquences propres et la réaction, enfin la réponse de ce système. On a une présentation qui a été faite par notre collègue, notre spécialiste en Allemagne, Philippe Cyr, qui a présenté ça à la conférence ANSYS en Allemagne. Si ça vous intéresse, contactez-nous, on peut donner plus de détails là-dessus. Ensuite, sur le spectre, on aura intérêt à prendre un spectre pondéré pour l'oreille humaine, donc ce A weighting dBA, pour avoir quelque chose qui correspond plus à ce qu'on va ressentir, à ce que l'oreille finalement humaine va pouvoir filtrer et ressentir. Tout ça, c'est inclus. Et pour aller plus loin, on peut transférer ces résultats dans l'ANSYS Sound, qui est finalement notre analyseur. J'aime bien l'appeler le Photoshop du son parce qu'on peut visualiser tout ça, cliquer sur des spectres, sur des bandes, isoler des fréquences, isoler des réponses temporelles pour pouvoir faire la différence entre finalement sur un enregistrement le bruit du moteur, le bruit de l'environnement, soustraire le bruit de l'environnement, etc. Ou alors soustraire ce qu'on a simulé et la soustraction, enfin le résultat va nous donner ce qu'on n'a pas simulé, c'est-à-dire ce qui est inconnu dans notre modèle. Ça peut être des analyses assez intéressantes. Ici, on a au passage deux paramètres qui sont intéressants. C'est la distance à laquelle on va mesurer. Et puis la directivité du son, on sait que si on prend la puissance irradiée équivalente sur toutes les surfaces du moteur, effectivement, on aura une notion de directivité qui va faire que selon l'orientation par rapport au moteur, on aura plus ou moins de son qui va arriver jusqu'à nous. Donc si on est dans toutes les directions, on va mettre une valeur de 1 et puis on augmente cette directivité jusqu'à 8 si le moteur est dans un coin d'une pièce et avec des murs réfléchissants tout autour qui va nous focaliser les ondes dans notre direction. Alors là, on peut jouer de manière bien sûr très grossière, très facilitée là-dessus. Si on veut aller plus dans le détail, on a Mechanical qui permet de calculer ça, un diagramme de directivité précis en 3D. Un autre couplage de MotorCAD avec OptiSlang, qui est notre PIDO, j'ai mentionné au tout début, Process Intégration et Design Optimization, plus analyse stochastique robustesse. Donc là, vous retrouvez, c'est un peu comme dans Workbench, MotorCAD, donc ça c'est une boucle d'optimisation, Adaptive Metamodel of Optimal Prognosis. On a ici un premier résultat, un dégrossissement, un algorithme évolutionnaire d'optimisation locale sur le point extrait de cette surface de réponse et ensuite la validation avec un recalcul du design. On retrouve ici ce MotorCAD. Donc ça marche avec n'importe quelle solution d'ANSYS, que ce soit Maxwell, que ce soit HFSS, que ce soit Q3D, etc. Vous pouvez tout introduire, inclure là-dedans. Pour les études paramétriques, donc vous pourrez ensuite scanner, faire de l'optimisation Pareto, comme c'est le cas ici, toujours avec MotorCAD. L'avantage MotorCAD, c'est comme ça va très vite, vous aurez beaucoup de points sur votre graphique. Donc on voit ces fronts Pareto en rouge, on a le meilleur front pour deux objectifs, l'optimisation multi-objectif dont il est question ici, avec l'efficacité, le rendement contre la puissance sur l'axe. Donc voilà, on va pouvoir trouver le point qui nous convient le mieux
avec un compromis à faire entre ces deux objectifs. Ensuite, la partie contraintes structurelles. On a la partie mécanique dans MotorCAD, hein, ça permet d'avoir déjà des vues simplifiées en 2D. MotorCAD est limité à 2D, hein, c'est vraiment pour dégrossir, pour aller vite. Donc là, on aura l'optimisation de ces encoches autour des aimants permanents. Donc c'est intéressant du point de vue magnétique, mais aussi du point de vue structurel pour éviter des singularités de contraintes. Donc vous avez ça qui est disponible ici. Et puis une nouveauté avec une moyenne qui est prise localement sur ces contraintes. Donc voilà, le lab, la partie machine synchrone. Donc vous pouvez changer la résolution du modèle, le nombre de points en fait pour la résolution du modèle, ça permet de raffiner un peu les résultats. Et puis un ratio en fait entre les pertes rotor sur stator. Le transfert, donc quand vous allez augmenter le détail de la précision des résultats, vous passez de MotorCAD typiquement à Maxwell pour passer du 2D à 3D avec un vrai maillage FEM 3D, typiquement les bobinages au dehors du moteur. Si l'aspect ratio du moteur est faible, vous aurez intérêt à tenir compte de ces bobinages, soit avec des paramètres réduits comme dans MotorCAD, ou alors en Maxwell même 2D, ou alors le calibrer une fois ou le vérifier au moins une fois en 3D, voir ces effets-là, si on a beaucoup de pertes du champ là, de stray field qui déborde du moteur. Donc vous pouvez transférer ce modèle depuis MotorCAD. Avec des nouveaux User-Defined Primitive, UDP, donc c'est des géométries, simplement plus de géométrie par défaut, avec déjà paramétré dans l'outil. Ensuite, il y a l'option aussi de garder des entités séparées ou de les coller les unes avec les autres, avec cette option ici, Merge, pendant l'export. Et voilà. Donc, on a aussi amélioré la partie géométrique avec format DXF, à la détection des polylines qui sont nécessaires à la définition de la géométrie. Maintenant, je passe à Maxwell, donc l'outil électromagnétique basse fréquence 2D, 3D. Pas que les moteurs, hein, c'est ça l'intérêt. Donc le premier exemple, ça concerne une interface de co-simulation entre Maxwell et MotorCAD, MotorCAD, Ansys Motion, qui est la solution multicore structurelle transitoire d'Ansys. Donc l'idée ici, c'est de voir ce cas de latching, hein. Vous avez un connecteur magnétique qui va se coller sur le côté du laptop et voir en fait calculer les forces dans Maxwell, les forces magnétiques dans Maxwell et le déplacement dans Ansys Motion et itérer avec cette co-simulation. Là, je vous montre comment tout ça fonctionne. Donc on est dans Ansys Motion. Vous allez choisir ce que vous voulez transférer, et créer le projet Maxwell de manière automatisée. Donc ça, c'est l'intérêt, si on n'est pas expert, si on est expert Motion, on peut créer le modèle Maxwell pour le passer, le transmettre à l'expert Maxwell. Donc tout ça, ça se fait automatiquement. Là, il y a la macro qui tourne derrière, qui vous crée toutes les conditions limites. Modèle qui est généré, voilà. Donc on retrouve nos aimants, l'attribution des matières, et les définitions en fait, nécessaires à lancer cette analyse Maxwell. Et, bon, là, on n'a que 2 aimants, hein, dans ce cas-là, c'est assez facile. On néglige le boîtier, on va considérer qu'il est non magnétique, permet d'ouvrir le projet Maxwell, et on lance ça. Alors là, je triche, je saute sur le résultat, mais ça prend quand même un peu de temps à simuler, donc c'est pas non plus très très long. Et on peut voir en fait l'animation de cet aimant qui se colle sur le boîtier et va se mettre en place. Donc l'idée, c'est de voir si la mise en place est correcte, si on a des problèmes potentiellement qui peuvent intervenir, si la force de tenue sur le boîtier est suffisante, etc. Tout simplement l'orientation, changer le design, la géométrie. Voilà, c'est un cas d'application, on peut en imaginer beaucoup d'autres.
L'avantage ici, c'est qu'on a vraiment ces scripting, ces customisations d'interfaçage entre Maxwell et d'autres outils. On va en voir d'autres, hein, ça c'en est un. On va voir avec la thermique, avec IcePack et Mechanical Thermique. Il y a pas mal d'automatisation qui se mettent en place pour ces couplages multiphysiques. Un autre détail ici qui s'est amélioré, qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir un gap nul entre deux corps dans une analyse électromagnétique. Vous voyez ici, à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, on devait s'arrêter au dernier point avant le contact. Maintenant, on peut fermer ce contact-là. À partir du moment où il ne se trouve pas à l'extérieur de la région de simulation, là, ce region, on ne peut pas fermer sur l'extérieur sur les conditions limites du modèle, mais à l'intérieur. Donc ça, c'est assez pratique, ça permet de calculer ce fameux dernier point ici pour avoir la force maximale lorsqu'on ferme ce circuit magnétique. Un autre exemple ici d'épaisseur nulle dans un modèle, c'est cette couche d'impédance isolante. On peut définir la résistance du contact, l'effet capacitif, la partie capacitive, et une perte ohmique locale, ou alors une perte, enfin un saut, une isolation thermique. On le voit ici dans ce diagramme-là, la température qui est plus grande parce qu'on a une dissipation locale dans le contact. Résistance du contact. Donc l'opacité, par exemple, d'un connecteur, ça peut être simulé de cette manière-là, avec un contact fermé et une couche finalement d'oxyde, une couche d'oxyde qui va permettre, avoir une perte locale et une résistance locale. Sur le solver électrique, donc la plupart du temps on travaille dans le solver magnétique, la plupart des gens utilisent le solver magnétostatique, eddy et transient. Ici sur le solver électrique, on retrouve en fait la simulation des forces. Donc c'est vraiment comme dans le solver magnétique, on a ici une densité de force sur des arêtes d'un modèle 2D et la possibilité d'utiliser des matériaux non linéaires au niveau de la conductivité en fonction du champ électrique. Ça c'est intéressant pour les applications haut voltage, où on aura les courants de perte qu'on peut simuler de cette manière-là. Alors, ça, voilà. Et au niveau côté donc, magnétique, solution magnétique, on a la possibilité d'exporter les forces harmoniques dans un fichier comma separated value, dans un fichier texte. On a la profondeur du modèle, hein, vous le connaissez du magnétique transitoire. Simplement, c'est la même chose maintenant dans le design statique. Vous pouvez définir dans 2D design settings l'épaisseur du modèle. Ça va être pris en compte pour le calcul des forces, couple, la matrice d'impédance, inductance dans ce cas-là, et le field calculator, bien sûr, ça n'influence pas les champs comme c'était déjà le cas jusqu'à maintenant. C'est assez pratique pour avoir des forces en newton et pas en newton par mètre simplement. Ensuite, on a aussi les pertes solides et core loss qui sont maintenant supportées dans ce time domain methods. Donc attention, ça bien sûr vous avez vu, on avait déjà des pertes avant. Par contre, ce time domain methods, ça permet de paralléliser une analyse non seulement dans l'espace, donc sur les dimensions x, y, z, mais aussi sur la dimension temporelle. Donc c'est assez bizarre, hein, on en a parlé il y a quelques nouveautés en arrière. Vous pouvez distribuer sur plusieurs cœurs différents pas de temps dans une analyse transitoire. Ça permet de calculer sur 10 cœurs, 10 pas de temps. Donc vous attendez, vous avez 10 pas de temps qui tombent d'un coup dans votre diagramme de progression de l'analyse. Donc c'est assez intéressant, c'est assez unique et c'est assez fou aussi. Mais donc là, ça supporte maintenant ces solid loss et core loss, donc les pertes de fer. Voilà. Donc c'est une solution qui est assez géniale pour gagner du temps de simulation, du temps de calcul. Voilà, le winding loss est aussi sorti maintenant pour les deux solvers magnétiques
harmoniques, donc eddy current et transient, en 2D et 3D. Et vous avez une co-simulation, un support de co-simulation avec MATLAB Simulink, les versions 2020B et 2021A de MATLAB Simulink. Donc ça, on le fait soit avec Twin Builder ou le circuit editor qui est inclus dans la licence Maxwell, soit on peut le faire directement avec Simulink. Vous définissez vos excitations, le couplage de ce winding avec un winding équivalent dans Simulink. Le HPC, on a aussi sur le solver 3D électrostatique la parallélisation de l'extraction de la matrice de capacité, enfin des capacités, donc jusqu'à 10 fois comme accélération suivant les modèles. Donc c'est aussi assez intéressant. Il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits pour la parallélisation dans les solvers magnétiques. Là, ça apparaît aussi du côté électrique, électrostatique. Ça, c'est toujours bon à prendre, on gagne du temps. Il n'y en a jamais assez, donc quand on peut en gagner, c'est toujours bienvenu. Voilà, donc la performance en co-simulation a été aussi améliorée avec Simplorer. Donc Simplorer, c'est l'ancien nom de Twin Builder. Hein. De temps à autre, vous voyez Simplorer, de temps à autre Twin Builder. C'est exactement le même outil. Vous avez cette approche circuit avec la partie électrique, les parties mécaniques, les traces changent de couleur, la partie logique, il pourrait y avoir une partie thermique, etc., etc. Donc là, c'est vraiment notre approche système multiphysique et dont la co-simulation est plus rapide avec un modèle Maxwell 2D ou 3D. Alors là, ici, c'est le 2D skew model. Donc, vous avez un moteur, on va dire 2D et demi, parce qu'on a plusieurs tranches qui sont déphasées d'un angle, une certaine petite rotation pour avoir ce moteur pardon, qui est tordu, hein, skewed. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, ça augmente la précision aussi du calcul. Quand vous faites vos études paramétriques dans Maxwell, on utilise typiquement ce Machine Toolkit qui permet de distribuer les études de cartes de performance, vitesse couple, vitesse courant, etc., vitesse efficacité. Simplement, ça existait déjà. Maintenant, on peut délimiter l'espace des paramètres à une zone qui n'est pas un carré ou un hypercube. Vous pouvez définir ici des sets de paramètres qui vous intéressent, pour avoir des zones triangulaires comme celle-là. Donc vous délimitez ici. Et une fois que vous avez calculé, vous pouvez rajouter des points, zoomer dans une zone et rajouter des points pour raffiner le modèle. Donc c'est simplement plus pratique à utiliser, plus efficace. Vous scannez déjà de manière globale, vous raffinez de manière locale. Et en plus, la cerise sur le gâteau, vous pouvez extraire les paramètres de perte de fer pour des modèles réduits, donc Reduced Order Model, qui vont être utilisés dans le Twin Builder, donc ce fabricant de jumeaux numériques, si j'essaye de traduire ça en franglish. Voilà pour les études paramétriques. Et pour continuer sur cette lancée d'études paramétriques, on a ce Equivalent Circuit Export, ECE, dont on scanne de nouveau des paramètres, on extrait un modèle équivalent du moteur. Simplement, ça a été étendu pour les moteurs tordus, un skewed model design. Simplement, on peut avoir des tranches qui n'ont plus une épaisseur constante. Vous pouvez définir ici, des épaisseurs différentes et des angles aussi différents entre chaque tranche. Vous pouvez raffiner peut-être les bouts du moteur et avoir moins de tranches vers le milieu du moteur. Enfin, vous pouvez imaginer plein de choses différentes ici pour améliorer toujours l'efficacité, diminuer les temps de calcul. Voilà, les transformés de Fourier, donc bon, on les faisait sur ces tranches, sur ces signaux. Ici, j'ai plusieurs signaux. Maintenant, on peut le représenter en 3D également. Vous avez chaque trace ici avec ce spatial order, le nombre d'ondes, et la partie spectre fréquentiel en fonction du nombre d'ondes. C'est assez pratique pour essayer de retrouver finalement, de lire ces informations et de retrouver les zones critiques. C'est une petite facilitation de l'analyse des résultats. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la haute fréquence. On prend de l'altitude.
Haute fréquence. Alors, la première nouveauté avec HFSS ici, c'est quelque chose qui concerne aussi Maxwell et tous les outils 3D dans Electronics Desktop, c'est qu'on a changé le kernel de A6, enfin A6 à Parasolid. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. On ne le voit pas forcément tout de suite, surtout à l'heure actuelle, parce que ça demande d'aller sélectionner un paramètre bêta. C'est tout nouveau, donc ils l'ont intégré ici avec l'option non sélectionnée par défaut. Simplement, l'intérêt ici, c'est de pouvoir traiter des géométries plus complexes qu'avec le noyau A6. Donc ça, c'est intéressant, on le voit ici sur cet exemple, vous allez dans les options générales et vous pouvez sélectionner les options bêta et enclencher ici toute une pléthore. Hein. On va prendre ce Parasolid kernel. Parasolid Geometry Kernel, vous voyez le petit P qui apparaît. S'il n'y a pas le P, ça veut dire que vous n'êtes pas en Parasolid. Et on va pouvoir traiter des géométries de ce genre-là qui ont des détails pas très propres. Jusqu'à maintenant, on devait les nettoyer avec Parasolid, ça passe. Quoi. Donc là, c'est un exemple dans HFSS, positionnement d'antenne sur une carcasse, enfin sur une voiture. Donc là, ça permet vraiment de gagner du temps, moins de nettoyage de modèles requis et plus de précision dans la résolution géométrique. Un autre détail quand même assez sympathique, c'est ces fameux axes de graphique. On a par défaut, on peut avoir des chiffres, en fait, des valeurs, des affichages qui sont plus lisibles. Voilà. Donc ça, c'est l'augmentation de la lisibilité des graphiques. On pouvait toujours les changer à la main, mais voilà, c'est quelque chose qui a changé. Les échelles des annotations qui est tout de suite plus lisible, qui s'adapte avec la taille du graphique. Enfin, voilà. Donc vous le verrez sans le voir, disons, ce sera juste plus agréable. C'est toujours bienvenu. Toujours l'augmentation de l'efficacité de simulation. Il y a décidément énormément de choses qui rendent les simulations plus rapides. Moins d'utilisation de mémoire pour l'adaptation du maillage. Ici, 25% moins de mémoire entre les deux versions pour cette application-là. L'extraction des matrices S, hein, qui est scattering parameter, qui est plus rapide, enfin qui demande moins de mémoire et qui est plus rapide, 50% moins, 44% plus rapide. Ça, c'est toujours bon à prendre, hein, c'est matrice de dispersion en français. Sur un exemple ici. Donc évidemment, ça dépend des applications. Regardez chez vous ce que ça donne. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais ça va plus vite. Et si vous utilisez du AMD pour la CPU, il y a une détection automatique si on enclenche le bêta de nouveau qui permet d'aller plus vite. C'est ici une librairie mathématique qui est adaptée à la CPU AMD pour augmenter la vitesse du calcul entre 40 et 80% plus rapide, suivant le nombre de cœurs qu'on utilise. Vous avez ici, moins il y en a, plus l'augmentation est sensible et visible. L'assemblage de matrices avec le Domain Decomposition Methods en direct. Donc si là on voit cette antenne, ce array d'antennes hein, qui est modélisé par toute une succession de domaines. C'est des gros modèles. Hein. On a une accélération ici entre un facteur 1,9, 1,6 et 1,16 sur les différentes étapes du moteur de résolution. On retrouve ici hein, le solver, le field recovery, après la partie solve, et ici l'écriture des fichiers, enfin la sauvegarde des fichiers 3D. On gagne à chaque étape du temps. C'est intéressant. Si vous n'avez jamais regardé le profile hein, dans Setup, vous faites un clic droit Profile, vous pouvez voir ce genre d'informations, le temps qui a été passé, la mémoire utilisée, etc. Toujours intéressant pour comprendre pourquoi un modèle va plus ou moins vite. Ça vous donne des informations très utiles et pertinentes. Voilà, donc la possibilité de ne sauvegarder que les champs irradiés, ça peut intéressante hein, pour gagner du temps et économiser de la mémoire.
ça, c'est une possibilité. Et puis ici, sur la performance, on a un autre modèle très long ici, qui montre l'augmentation de la performance, 23% plus rapide sur ces gros modèles. Ici, 77% plus rapide. Là, qui ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Simplement la radiation sur ces gros modèles. Hein. Et ici, sur ce scan, de nouveau, un array d'antennes avec ici un couplage entre les différents composants et Shooting and Bouncing Ray Plus. Alors, SPR+, c'est le solver Shooting and Bouncing Ray. Si j'essaie de le faire bouger, voilà, ça suit. Donc, vous voyez ici le scan en angle, hein, avec l'excitation des différentes patchs de cette antenne. Et simplement cette possibilité de coupler entre Domain Method en 3D avec Shooting and Bouncing Rays pour calculer quelque chose qui est extrêmement loin au niveau électromagnétique, en taille électromagnétique. Donc c'est quelque chose qui est toujours très intéressant et bon à prendre. Avec HFSS 3D Layout, donc on peut dire ici que le 3D Layout, qui est 2D en fait, 2D et demi on va dire, devient vraiment 3D parce qu'on a la possibilité de tenir compte de PCB, des parties 2D et demi, mais relativement les uns par rapport aux autres dans un positionnement en 3 dimensions. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est PCB flexible. Vous voyez ici l'intégrité du signal, le diagramme de l'œil en fonction de la position de ces PCB les uns par rapport aux autres. Super intéressant, donc c'est des choses qui, c'est bien sûr une étude paramétrique là, on peut voir ces différents résultats, on voit que le diagramme de l'œil se referme quand on referme le PCB, ce qui n'est pas très bon. Vous pouvez commencer à étudier ce genre de choses, c'est extrêmement puissant. Donc on en retrouve de plus en plus, il faut gagner de la place, on a des PCB intégrés dans des habits, des objets flexibles, des sacs à dos, etc. Enfin voilà, des applications ici intéressantes. Les composants cryptés, hein, vous pouvez passer un modèle équivalent, enfin finalement un modèle HFSS de vos composants à un client final sans divulguer le détail de l'intérieur de ce modèle-là. Donc, c'est possible déjà dans HFSS. Maintenant, c'est également possible dans HFSS 3D Layout. Vous pouvez extraire ces composants, les passer plus loin, sans divulguer l'intérieur et rendre possible d'autres simulations HFSS. HFSS 3D Layout dans ce cas-là. En fait. Au niveau représentation des résultats, c'est toujours bien pour le marketing ou les présentations que je fais maintenant. Vous retrouvez une amélioration du post-processing, simplement cette matrice qui permet d'enclencher des conducteurs, désenclencher certains des conducteurs, ça permet vraiment de faire quelque chose de lisible. Ça devient nécessaire quand tout est plié les uns sur les autres. Ça devient vraiment incontournable. Au niveau intégrité du signal et intégrité de puissance, on a dans SiWave, aussi des nouveautés, hein, le IBIS AMI, donc ce support-là, donc c'est ces formats IBIS étendus qui sont inclus ici dans le DDR Wizard. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là on a un setup pour le jitter. Et puis une analyse automatisée pour le setup et le post-processing. Vous savez, quand on a ce genre d'analyse, il y a vraiment beaucoup de composants qui jouent un rôle. Le DDR Wizard, ça c'est pas nouveau. Et simplement, si on a quelque chose qui nous facilite la mise en modèle, la définition de toutes les bornes, tous les ports, etc., c'est toujours très pratique. Donc cette fois complété avec ce AMI. Voilà, donc aussi avec SiWave, quand on fait un scan en fréquence, on a la partie AC, pardon, la partie AC, la partie DC, on aimerait avoir quelque chose de précis à la fois en DC et en AC. Donc on a ici un algorithme qui permet de réunir les deux résultats pour avoir la précision à la fois en basse et en haute fréquence. On a tendance à avoir ici un offset sur la partie AC, donc on devait corriger ces traces
quelque chose qu'on faisait si on exporte le fichier en format Touchstone, typiquement, vous allez pouvoir, enfin, vous pouviez ouvrir le fichier, aller corriger les valeurs à la main. Enfin, donc maintenant, c'est fait automatiquement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Toujours avec Q3D, hein, Q3D, je rappelle, c'est notre solution Boundary Element Methods pour l'extraction d'impédances équivalentes. Vous voyez ici, voilà, la vidéo va jouer, tac. Peu de soucis avec PowerPoint qui refuse. Voilà, vous voyez cette main qui se déplace, hein, donc ça engendre une interaction capacitive avec cet écran tactile. Vous pouvez simplement maintenant analyser ça en fonction de la température, si vous êtes au soleil, si vous avez une main chaude qui appuie dessus, etc. Tenir compte de la température calculée dans Mechanical, soit dans Electronic Desktop, soit dans Workbench ou de IcePack. Vous pouvez introduire ici cette dépendance de température sur les propriétés matériaux. Au passage, c'est exactement la même fonctionnalité que dans Maxwell ou HFSS. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps pour ces autres solutions. On l'a aussi maintenant pour l'extraction de capacité dans Q3D. Donc c'est l'occasion de réviser un peu ça, de voir que vous pouvez créer une fonction piecewise linear en fonction de la température de cette fonction ici dataset1. Donc vous chargez ça, ça peut être importé, ça peut être exporté d'une simulation. Et vous aurez ici une permittivité dépendant de la température. Ne pas oublier toujours quand on fait ça, hein, c'est peut-être au passage un petit rappel aussi, le clic droit sur Excitation, c'est Set Object Temperature. Si vous ne le faites pas, voilà, bah, il ne va pas prendre la bonne température. Alors, soit vous la fixez, soit vous l'importez depuis une simulation thermique. Alors ça me permet de faire la transition justement à ces simulations thermiques. Comment est-ce qu'on les fait? Admettons qu'on a un modèle ici Q3D. Alors, une des nouveautés qui est sympathique, c'est de justement pouvoir, alors je vais le laisser tourner, voilà, partir du modèle Q3D et créer un design, target design, IcePack ou Mechanical, on peut choisir l'un ou l'autre. IcePack, c'est le solver Fluent, CFD, volume fini, Mechanical, c'est élément fini, et définir ici la convection libre ou forcée, direction de cette convection, la gravitation dans ce cas-là. Et on a un modèle IcePack qui est prêt dans Electronic Desktop avec les pertes calculées de Q3D, l'ouverture ici autour du modèle du volume d'air, le setup, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à analyser le modèle, obtenir les températures et les retransférer dans Q3D. Voilà. Donc, IcePack a également des améliorations au niveau du maillage. Les régions sont maillées ici. C'est toujours très automatisé, hein. Maintenant, c'est encore plus automatisé. Si vous changez les géométries, les, les solides, vous allez avoir une adaptation automatique de ces cubes, de ces sous-régions en fait qui sont créées autour. Donc ça, on peut assigner ces régions-là avec des contrôles de maillage. Donc ça, c'est quelque chose. Elles sont assignées et liées aux objets qu'on peut déplacer sur le PCB. Si on fait une étude paramétrique de positionnement de ce radiateur en fonction du positionnement des condensateurs, etc., vous pouvez varier ça sans problème. Une autre petit détail, vous avez les streamlines qui suivent l'écoulement là, qu'on peut animer en fonction de l'écoulement. C'est pas mal pour créer des présentations, comprendre ce qui se passe aussi. Donc, c'est pas que esthétique. Ça, c'est des géométries simples, c'est très intuitif. Maintenant, une géométrie peut-être plus compliquée sera moins intuitive et ça peut vous aider vraiment. Transférer un maillage de Fluent dans IcePack. Alors ça, c'est assez intéressant. Donc, comme c'est le même solver, on attendait cette fonctionnalité-là. Vous allez transférer un maillage avec une couche limite plus détaillée que le maillage par défaut de IcePack, vérifier les résultats ou alors le faire carrément dans Fluent. Ça, c'est aussi très intéressant pour une approche contrôle qualité. Donc, des sources de fichiers comma separated value, donc des fichiers texte. Appliquer ces sources dans IcePack est possible avec l'import de sources CSV ici.
avec Mechanical dans Electronic Desktop. Donc, on peut créer un même modèle mécanical, comme on l'a vu avec Q3D depuis HFSS, Maxwell et Q3D. Donc, vous cliquez, transférez le modèle et vous obtenez votre analyse thermique. Voilà. C'est extrêmement pratique. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en CFD, dans Fluent ou Mechanical. Même pas besoin d'ouvrir Workbench pour faire ça. Ça ouvre des portes sur d'autres physiques. Alors, pour finir, quelques tendances qu'on voit avec ces innovations dans l'outil, les outils Ansys. Pour moi, c'est deux tendances. Alors, data science, hein, la science des données, et la partie écologique, qu'on est tous motivés par l'objectif zéro émission carbone en 2050. Hein, on doit agir, on doit et ici, Andis a déjà pris les devants avec la partie simulation. On a les outils, on n'a plus d'excuses, j'aurais envie de dire. Donc, à nous de faire les efforts. Donc, d'abord, les data science, c'est la partie Py, ce qu'on appelle PyAnsys pour Python Ansys. Donc, ça s'étoffe de nouvelles fonctionnalités à chaque version. Donc, au niveau électronique desktop, vous pouvez piloter ça et envoyer des analyses sur un cluster distant par ce gRPC, un Google Remote Procedure Call. Donc ça, c'est une des nouveautés pour distribuer des analyses en pilotant tout ça par du Python. Donc de nouveau, ça parle vraiment à des analystes data scientists, en fait. On voyait à gauche ce Jupyter Lab, Jupyter comme Python, contrôle d'électronique desktop depuis Jupyter Lab à gauche, dans lequel vous trouvez des commentaires, des scripts Python interliés à ces commentaires. Donc, c'est vraiment une façon d'organiser un script de manière lisible et compréhensible. Et vous voyez, au fur et à mesure de l'exécution de ces scripts, le modèle qui se crée. Là, c'est exactement le couplage IcePack, HFSS IcePack, depuis cette interface Jupyter Lab, avec le script Python qui déroule là au fur et à mesure, plus des titres, des explications, des choses qui seraient d'autres scripts Python en dehors d'Ansys. Donc c'est vraiment très versatile, ça permet de faire pas mal de choses et surtout ça ouvre la porte à du machine learning, à des utilisations non plus par des humains mais par des robots, on va dire. Hein. Donc vraiment de créer ces modèles et d'avoir des algorithmes qui vont piloter la création des modèles et l'utilisation des données, résultats de ces modèles. Donc si vous avez dans l'entreprise vous-même ou des collègues qui font du data science, vous pouvez interconnecter ici avec leur monde, leurs outils habituels, à portée ouverte. Et ça se trouve dans GitHub, qui est le lieu d'échange des algorithmes, des logiciels open source, etc. Un autre niveau moins programmatoire, on va dire, c'est toujours ce PIDO avec OptiSnag. On retrouve ces chaînes, ces enchaînements. On l'a vu avant avec Motorcad, que ce soit, bon, ce qui est nouveau ici, c'est Fluent, Granta pour les matériaux, Material Intelligence, LSDINA pour les structures explicites, CFX. Electronic Desktop est déjà dedans hein, depuis c'est déjà inclus depuis quelques versions. Et simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de 150 autres outils, pas que Ansys d'ailleurs, quelques logos ici, qui sont intégrés ici avec des interfaces simplifiées, des connecteurs, on appelle ça, qui simplifient la vie. Donc, une chose, c'est qu'une fois qu'on a ça, on peut créer des modèles réduits de manière efficace, passer dans Twin Builder pour les jumeaux numériques. Et disons qu'on a tendance à faire avec les études paramétriques des modèles simplifiés. On linéarise des choses, on enlève des physiques pour que ça aille vite. Donc typiquement, le risque, c'est de dévier par rapport à une mesure. Donc ce qu'on a après coup, vous allez dire que c'est bon, bah, c'est un petit peu du Photoshop, on corrige après. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut utiliser en fait du machine learning pour recorriger le modèle simplifié par rapport à une mesure. Donc là, j'ai un bloc de mesure, un bloc modèle simplifié, Twin Builder, optimisation paramétrique, et j'ai ce qu'on appelle ici un modèle qui s'appelle Fusion Modeling, basé sur du machine learning qui se recorrige lui-même sur les mesures, qui utilise une fraction de la mesure pour se corriger, une fraction de la mesure pour valider cette correction.
Donc c'est plus que du Photoshop, c'est du Photoshop mais avec recorrection et recomparaison à la réalité. À partir du moment où cette réponse temporelle continue dans le futur avec des plages de variation qui sont couvertes par les modèles d'entraînement, ben vous êtes couvert, c'est bon, vous pouvez continuer. Évidemment, dans le cas de doute, à valider, etc. Mais c'est extrêmement puissant parce qu'on peut rajouter des finesses physiques qui nous auraient coûté beaucoup de temps à simuler et qui peuvent être corrigées par du machine learning à partir du moment où il y a une sorte de répétitivité et de logique dans cette correction. Ça marche de la manière suivante. Ici, vous êtes dans Twin Deployer, c'est le déployeur de jumeaux numériques. On choisit les entrées du système, les résultats du modèle, les résultats de la mesure. Voilà. Le training ratio, donc 80% des données sont utilisées pour entraîner, 20% pour recontrôler. Donc il y a une notion itérative, hein, ça va raffiner ici le Fusion Model. On va maintenant regarder les résultats. Vous voyez ici que les deux courbes Fusion Model et données mesurées sont les mêmes. Oups. Là, ça s'est terminé un peu abruptement. Voilà, donc on a 1% d'erreur entre le modèle fusion et les mesures. Ça, c'est le modèle simplifié, on va dire linéarisé ou simplifié de manière générale, donc qui est loin des mesures. Simplement, on recale la courbe. Vous voyez que la tendance est la même, simplement on recale la courbe avec 1% d'erreur ici. C'est extrêmement puissant. Ça, c'est le domaine data science, big data, machine learning qui vient de notre monde de simulation. C'est extrêmement intéressant. Et puis l'autre partie, le dernier volet, c'était la partie éco-audit. Vous voyez ici avec Granta, CES Selector, la possibilité de plotter ici différents matériaux, le prix contre l'empreinte écologique en émissions de CO2 pour la production de ces matières. Kilo de CO2 par kilo de matière, ici le prix par kilo. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez économiser tout en étant meilleur pour l'environnement. Il y a une corrélation là, c'est très intéressant. Heureusement, ça va dans le bon sens pour une fois. Donc, ça marche de la manière suivante. On ouvre ce Granta CES Selector, on va choisir quelle librairie on utilise. Il y en a des pléthores. Que ce soit mécanique ou électromagnétique. On va choisir finalement sur les deux axes ici les propriétés, donc émissions de CO2 pour la production primaire, pas le retraitement. On peut choisir, il y a plusieurs options, le prix par unité de volume. On a notre distribution de matière, on peut faire des ensembles, des sous-ensembles, regarder les différents domaines de matière, les mousses, les métaux, etc. Ensuite, on va limiter tout ça par des propriétés physiques. Bon, ça c'est un exemple mécanique. On va choisir des propriétés mécaniques. Ça pourrait être des propriétés électromagnétiques, évidemment. On met des limites, simplement, module de Young ici, et limite élastique, pour afficher les matériaux qui sont utiles pour notre application, évidemment. Ça doit être, il y a des critères et des spécifications à remplir. Et après, c'est comme au shopping, comme au supermarché, on sélectionne 2-3 valeurs, bien sûr en bas à gauche, hein, c'est notre optimisation Pareto. On minimise le prix, on minimise le footprint, l'empreinte écologique. On prend quelques options, quelques candidats. On les ajoute à notre table de comparaison. C'est comme en faisant le shopping, on regarde dans les différents critères, les différentes propriétés, spécifications pour faire l'achat de la meilleure matière. Vous voyez ici pour chaque ligne la comparaison, si c'est plus, si c'est moins, au niveau des propriétés des prix, propriétés mécaniques, propriétés physiques, propriétés électromagnétiques, et surtout la partie empreinte écologique qui vient plus loin. Compatibilité, healthcare, avec le risque. Et ici, cette production de CO2 primaire comprise dans le embodied, comprise dans la matière, production initiale, retraitement, recyclage, etc. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez faire un rapport automatique, comme dans toutes les solutions indices, que ce soit électronique, desktop, mechanical ou Fluent. Les rapports automatiques sont toujours là. Vous pouvez passer ça dans Word. Voilà.
Donc ça, c'est une petite introduction à un Granta CES Selector. Vous retrouvez des bases, des librairies Granta dans Electronic Desktop, hein, c'est évidemment. Mais ça, c'est l'intérêt d'ouvrir cette interface séparée pour faire le shopping des matériaux. Donc les prochains événements, bon là, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Ces webinaires sont en accès en vision enregistrée. Donc, si vous allez sur notre site web, vous pouvez les retrouver, demander l'accès à la partie mécanique CFD et ce webinaire-là électromagnétique. On a 3 autres événements. Donc, le 13 octobre, simulation impression 3D appliquée à l'électronique en Suisse, à Fribourg. Une simulation numérique et horlogerie au LOC le 20 octobre, donc là c'est la partie suisse. La partie française, en septembre, le 27-29 septembre, à Powder Tech. Donc c'est aussi l'occasion de nous rendre visite sur place, et les salons Rendez-vous Carnot à Paris les 12 et 13 octobre 2022. Donc on est actif. On se revoit dans des événements présentiels, donc très volontiers. Vous trouvez ça sur le site web, un 4FEM Informe, manifestation, vous retrouvez ces dates. Voilà, donc si vous avez des questions, je vais regarder si ce qui est arrivé dans le chat. Alors, première question, alors posez-les au fur et à mesure. Personne ne voit ce que vous écrivez, il n'y a que moi qui peux voir, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de questions bêtes, allez-y, profitez. C'est maintenant ou jamais. Évidemment, vous pouvez toujours nous les écrire après coup ou bien nous contacter après coup en dehors du webinaire aussi. Donc j'ai une première question concernant MotorCAD et Maxwell. Pourquoi utiliser encore un autre outil que Maxwell? Alors évidemment, il y avait, ouais, je crois que la question porte sur RM Expert en fait dans Maxwell. Il y a aussi RM Expert qui permet de faire des modèles simplifiés de moteurs dans Maxwell. C'est la même interface électronique desktop Maxwell. Pourquoi aller dans MotorCAD? Donc, simplement RM Expert, oui, c'est un petit outil qui est inclus dans la licence Maxwell. C'est clair que ça vaut la peine de l'utiliser. Par contre, c'est clair que ça va aussi moins loin que MotorCAD, qui lui a des analyses FEM 2D inclus dans la boucle et qui va tenir compte de la thermique également. On a une analyse thermique, une analyse structurelle qui est possible, et ça, c'est pas possible dans RM Expert. Par contre, RM Expert est une bonne base de données de géométrie moteur paramétrique exploitable pour créer des modèles 2D et 3D dans Maxwell. Donc, je dirais que RM Expert, c'est quelque chose qu'Andis avait développé avant de racheter MotorCAD. Et maintenant qu'il y a MotorCAD, bon, évidemment, c'est la solution la plus avancée par rapport à RM Expert. Si vous avez Maxwell uniquement, utilisez RM Expert aussi loin que vous pouvez. Et puis après, avec Maxwell, vous avez une très bonne solution, très détaillée, Maxwell plus Mechanical et IcePack pour la partie thermique. Là, vous faites tout de manière plus détaillée que MotorCAD. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder un problème avec ces 3 solutions-là. Une autre question concernant oui, les licences. Alors, les modèles IBIS AMI. Alors, donc c'est la licence nécessaire pour IBIS AMI, c'est Electronics Enterprise. Voilà. Une question concernant le Jupyter Notebook. Pourquoi encore Jupyter Notebook pour faire du Python? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire? Donc non. Alors, vous pouvez faire des scripts Python directement dans Electronics Desktop, dans Mechanical, dans Discovery, etc., à plusieurs niveaux dans ANSYS. Vous pouvez enregistrer ce que vous faites dans Electronics Desktop avec l'enregistrement de macros, éditer ça et l'utiliser sans aller dans un Jupyter Notebook. C'est vraiment pas nécessaire. C'est uniquement si vous avez des gens qui ont l'habitude d'utiliser ça, ça permet de faire le lien avec leur monde, et c'est en général ce qui est utilisé par les data scientists pour développer du machine learning, des algorithmies sur la base de Python, etc., pour interfacer avec d'autres outils data science. Voilà, donc c'est juste une porte vers un autre monde, on va dire, mais il n'y a aucune obligation d'aller dans un Jupyter Notebook, d'utiliser même le GitHub. Bon, bah, ça c'est l'interfaçage avec d'autres solutions, d'autres aspects.